Bonjour à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver dans VIP. Je me permets de prendre 30 secondes pour répondre à tous ces gens qui m'ont demandé des nouvelles suite à mon congé maternité. Je vais bien, mon petit bébé va bien, c'est un garçon, il s'appelle Arthur, il va avoir 6 mois. Et je vous remercie infiniment à vous tous qui êtes fidèles à l'émission depuis 10 ans d'avoir demandé des nouvelles. Et pour cette toute première émission, eh bien, j'ai la grande joie de recevoir quelqu'un que vous connaissez au moins son œuvre. Si vous êtes allé à Lourdes il y a quelque temps, vous avez pu aller voir le magnifique chemin de croix en marbre qu'elle a sculpté avec ses mains toutes fines. Vous allez voir, on va zoomer sur ses mains tout à l'heure. J'aimerais qu'on passe l'émission avec Maria de Fécode. Maria, bonjour. Bonjour, madame. Je demande au réalisateur à un moment d'émission de zoomer sur vos mains parce que moi, je n'arrive pas à croire que vous soyez sculptrice sans aucun souci, mais que ces mains toutes petites, toutes fines, arrivent à tailler le marbre de Carrare. Alors là, j'avoue que pour moi, c'est déjà une fascination. Qu'est-ce qui vous a donné, Maria, envie de devenir sculpteur? On dit sculpteur ou sculptrice pour vous? Sculpteur. Sculpteur. Je travaille comme ça y est, on les voit, ces mains magnifiques. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir sculpteur, Maria? En tout cas, ça a été en moi tout petit, quand j'étais, je ne sais pas, à l'âge de 6 ans. Mais surtout que je dessinais beaucoup, j'avais la vision de 3D, comme on dit aujourd'hui. J'ai dessiné les personnages, le visage, et après, petit à petit, comme je n'ai même pas rendu, c'était un peu plus fort que moi. Après, je savais que je ferais la sculpture. Un talent était là dès le départ, ne restait plus qu'à le faire fructifier et à faire cette longue route, parce que la route d'un artiste, c'est une longue route, surtout en sculpture. Hein. Il faut un atelier, il faut des commandes quand même, il faut trouver sa voie. Pourquoi le marbre et pas autre chose? Comment on trouve sa voie, justement? C'est-à-dire, je n'ai pas trop cherché parce que ça a été tout naturellement, que la voie, il était là. Sauf qu'il ne fallait pas divaguer, il fallait rester sur le chemin et je fais ça assez naturellement. Et justement, bon, après, tout petit, j'ai trouvé même un morceau de marbre. Je faisais même mes outils moi-même. Donc, ce n'est pas compliqué finalement, c'est juste une burenne et un marteau. Bah, tiens. Et après, c'est ce qu'il y a que, bon, il y a le don, comme vous dites au départ, mais après, on n'est jamais contente. On veut toujours aller plus loin et perfectionner, toujours. Vous avez eu des maîtres en sculpture, des gens qui vous ont guidé par leur œuvre, que vous les ayez rencontrés en vrai ou pas, parce qu'il s'agit de quelqu'un d'un autre siècle, mais voilà, est-ce que des gens ont guidé votre parcours artistique? Le vrai dire, je suis un petit peu un personnage qui, comment on dit ça, c'est assez, comment je fais ça, ma propre chemin. Et ce qu'il y a que par contre, moi j'ai pris mes maîtres de l'époque, des grandes époques, des grandes civilisations, tout ça, j'étais toujours dans le musée, je regardais des sculptures, toutes sortes, que j'ai imprégnées. C'est par là que j'ai un petit peu vu qu'il était déjà fait et où aller plus loin et encore sur mes propres expressions. Voilà, on a affaire à une autodidacte, on appelle ça une autodidacte qui se forme dans les musées. Il y a eu quand même un passage aux Beaux-Arts. Je ne sais pas que c'est autodidacte, je ne sais pas, c'est possible. En tout cas, s'il fallait une maître, je n'avais pas eu une maître. Alors, je parlais du chemin de croix de Lourdes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont découvert à ce moment-là. Quand ce chemin de croix vous a été... c'est pas rien, un chemin de croix, hein, il y a quand même plusieurs stations. Je le rappelle, on va le montrer à l'écran, le voilà, qui est en train de se montrer en photo. On a pris quelques stations, évidemment. Comment on aborde ça quand on reçoit une commande de Lourdes qui vous dit, voilà, venez nous faire notre chemin de croix en marbre de Carrare. Hein, mais vous dites, mais par où j'attaque? Comment on fait? Non, ce n'était pas comme ça. C'est-à-dire, je ne sais pas, dès que quelque chose me demandait comme ça, c'est toujours, il jaillit simultanément. Il est là, comme si les pleins blocs de marbre et plein tonnes de sculptures, c'est déjà dedans. Et justement, j'étais très enthousiaste parce qu'en fin de compte, c'était une rencontre, j'étais invitée un petit peu, pas un petit peu, par une personne qui occupe les Perlenages Montfortin de Belge et qui est le directeur, donc il connaissait bien Lourdes, il connaissait tout ce qui a de problèmes et qu'ils étaient pratiquement une nécessité pour faire un chemin de croix pour les malades et pour les handicapés.
Et donc, cette personne qui s'appelle, je peux nommer parce que finalement, c'est lui qui était initiateur de cette idée, c'est M. Robrecht de Gersem. Et il m'a demandé donc qu'est-ce que je penserais, parce que c'est vraiment, il faut pour Lourdes, parce qu'il y a un tout petit chemin de croix en pierre. Là, il fallait du monumental. Et quelque chose qui digne, quand même, les malades, les handicapés, ce sont les premières places à Lourdes. Il fallait quelque chose qui est digne à ces personnes. Vous savez, il y a ce chemin de croix qui monte sur la montagne, c'est quand même un peu difficile à accéder. Et donc, dès qu'il m'a dit ça, je dis, ça a été déjà là. C'était un jaillissement. Et surtout que je voyais ça, je me disais que si c'est pour ces personnes, et même moi, le chemin de croix quand même, c'est l'essentiel, c'est la résurrection. Et ça, j'ai vu, je dis, bon, je vais me faire toutes les stations pour arriver aux résurrections. Quand vous avez ce bloc de marbre devant vous, vous voyez déjà ce qu'il contient comme œuvre? Parce que ça, c'est une procédé assez intéressante. J'essaye un petit peu toujours former comment on dit ça, processus de création. Et je me trouvais que peut-être le plus, comment on dit ça, plus visuel, c'est de penser comme le nuage. Vous voyez que le nuage se forme, c'est un petit peu comme dans mon esprit. Il forme quelque chose, c'est comme mon esprit qui fait un mouvement, mais c'est invisible encore, ni forme, ni rien. Et après, cette souffle, petit à petit, il dessine le forme. On voit quelquefois, on voit le nuage et on voit vraiment des images, mais c'est par cette souffle. Et après, il y a la conscience, je visualise dans ma tête, donc je vois l'image. Notamment quand je parle de souffle, c'est un petit peu quelque chose qui vient au-delà. C'est une image. Et après, je regarde longtemps, je vois, et après je vais chercher le marbre. Et souvent, je trouve une bloc, je ne sais pas pourquoi, dans lequel je vois. Donc vous laissez advenir finalement, et puis après vous vous attaquez en plus direct sur le marbre. Hein. Ah oui, c'est direct. C'est direct. Oui, parce que je vois. Pas d'esquisse, pas de... que sais-je. Non, bon, quelquefois, après, quand il y a des commandes, quelquefois, il faut quand même présenter des projets, mais après, je n'utilise pas tellement, parce que c'est juste pour montrer. Quelquefois, ça m'effraie, parce que quand je vois réaliser déjà un petit peu, c'est quelque chose de dur à voir. Et après, je le vis, en fin de compte. Surtout ce chemin de croix, ça a été quelque chose d'exceptionnel. 5 ans avec le Christ. Un chemin avec le Christ aussi, en tête à tête. Oui. À devoir aussi sculpter les souffrances et le visage du Christ, c'est sûr que ça doit faire aussi progresser sur son chemin de foi. C'est-à-dire, après, on peut demander qui taillait. Est-ce que le Christ qui me taillait ou c'est moi qui taillais le Christ dans le marbre? Donc c'est vrai que ça a été une création et même une... Avec le Christ et avec Bernadette aussi. Puisqu'on est à Lourdes, donc c'est quand même la figure de Bernadette Soubirous, et vous avez fait également une sculpture de Bernadette. Oui, c'est un double cheminement. Oui. Oui, après, justement, comme le Vierge Marie monte pour Bernadette la source. Et ça, c'est pour cela qu'il faut une chemin de croix, parce que là, c'est le Christ, la source. Donc, je dis, c'est à partir de là que je fais justement de cette œuvre qui liait quand même naturellement le message de Lourdes. Alors, il y a Lourdes, mais il n'y a pas uniquement Lourdes. Il y a un petit endroit dans le Var qui s'appelle Aups, où il y a un jardin un peu extraordinaire, comme le chantait Trenet, avec des sculptures là aussi monumentales hein, qui sont de vous. On va en voir quelques images. C'est votre jardin. C'est vous qui l'avez aménagé et on peut y voir Mozart par exemple, on peut y voir, alors c'est pas Mozart ça, on regarde les images, ça c'est pas lui. On peut y voir vos sculptures à vous qui ne sont pas des commandes, cette fois-ci c'est du jaillissement pur Maria de Fécode. Oui, parce que c'est vrai que justement depuis que je suis installée dans le Var, où j'ai trouvé un endroit complètement insolite. Voilà Mozart, pour ceux qui regardent. Parce que oui, il y a la grande main et après c'est un petit peu l'énergie créatrice. Voilà. Et donc, j'ai trouvé un endroit où il n'y avait que la nature purement. Et je me dis que, comme je n'aime pas trop exposer,
parce que c'est un petit peu c'est difficile avec les sculptures. En même temps, c'est aussi une sorte de perte de temps quand même. Oui. Donc les gens viennent finalement. Les gens peuvent venir à vous voir les sculptures là où elles sont, là où vous avez choisi de les mettre. Oui, et ça, c'est un lieu exceptionnel parce que c'est vrai, on est dans les contemplations avec la nature, les sculptures et tout. Et donc, vous dire qu'il y a un dialogue entre les sculptures et la nature, voilà, en fait. Mais il y a forcément un dialogue, puisque ça a beau être du marbre bien solide, il y a quand même du vent, il y a de la pluie, il y a du soleil, que sais-je. La lumière, ça, oui. À un moment, vos sculptures, elles sont retaillées par la nature, quelque part. Il y a peut-être des angles un peu adoucis, ou que sais-je. Pas tellement encore, mais finalement... Oui, mais dans 200 ans, quand on ne sera plus là, ni vous ni moi. 200 ans. Non, mais ce qu'il y a que... comme dans la nature, il y a quand même de ce fondement. C'est toujours cette élévation, comme je parle de transcendance, et donc aussi dans mes sculptures, donc il y a cette liane. Naturellement, ce n'est pas la beauté de la nature purement esthétique que je parle, mais c'est après quand on observe, quand il y a un petit passage, quand on dit que ça, maintenant, il y avait quelque chose qu'on a vu. Alors, ce qui est intéressant, on va parler sculpture, mais on va parler un tout petit peu, j'allais dire, de livres et de foi aussi, un petit peu, mais plus qu'un petit peu, parce que souvent les gens voient des similitudes entre vous, vos sculptures, vos pensées et Teilhard de Chardin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce lien se fait avec Teilhard? Oui, je m'étonnais un petit peu parce que c'est vrai, le nom, ça a été, comme on dit ça a été toujours là. Et à un moment donné, ils m'ont dit qu'il y a des pensées similaires dans mes œuvres de Teilhard de Chardin. Et c'est vrai, je penchais comme ça sur ces écritures. Et l'essentiel, c'est ça, que aussi cette vision christique, que moi aussi, j'ai vraiment dans cette sans rien, le Christ tout seul, c'est-à-dire il y a naturellement plein d'artistes, parce que moi j'appelle les saintes, ce sont des artistes qui ont une vision sur le Christ, mais vraiment le Christ qui nous emmène vers cette transcendance d'aller au-delà de notre limite humaine, si on veut dire. Et Teilhard, il voit cette évolution, ce que je trouve extraordinaire, qu'il voit cette évolution, ce monde en évolution vers cette dimension christique. Et que nous sommes aussi, on participe à la création. C'est-à-dire que le monde, il n'est pas fini. Et ça, j'ai toujours cru ça. Et c'est vrai que nous étions co-créateurs du monde. Oui, et c'est vrai, je trouvais ça assez intéressant qu'on peut lire ça dans les sculptures, que quand même, lire les pensées, c'est déjà bien. Alors, je ne sais pas si les téléspectateurs l'ont déjà compris, mais Marianne Fécond ne fait pas que des figures religieuses. On a vu passer Mozart tout à l'heure. Vous faites aussi des portraits de personnalités tout à fait actuelles. On a des portraits de Jean Ferrat, de Carla Bruni, par exemple. Les gens viennent commander, viennent passer auprès de vous commande pour leur portrait ou celui de leur épouse ou d'un grand personnage. Vous faites ça avec autant de plaisir? Pour moi, les portraits, c'est un petit peu une étude, en fin de compte, et une observation, aller vers les gens. C'est pas ce qui est intéressant, que je suis sculpteur, mais souvent je ne vois pas les visages des gens, parce que tout de suite je vois ces intériorités. Et quand je taille les sculptures aussi, il y a cette dimension d'intériorité tellement merveilleuse, parce que quand même il y a, dans chacun, il y a je retourne toujours dans cette dimension christique et humaine en même temps. Et c'est cette intériorité, il faut imaginer, qui crée les formes des visages. Et là, c'est comme ça, finalement, par intérieur que je vais vers l'extérieur et pas vers les formes visibles. Alors, je pense que vous avez tous noté, hein, depuis 20 minutes que l'émission a commencé, qu'il y a une sorte de léger accent étranger quand même chez Marianne Fécond. C'est bizarre. C'est bizarre. On va quand même dire un peu d'où vous venez. Votre père est suédois, votre maman est hongroise, réfugiée politique ici en France avec vous, vos frères et sœurs depuis 1975. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'enfance d'une petite fille qui a deux parents de nationalité différente, qui a dû quitter son pays, Parce que, bon, c'est vrai, on a vécu dans le régime communiste, ça n'était pas génial, parce que, comme mes parents, ils étaient déjà intellectuels, ils étaient très, très mal vus. Et en même temps, il était aussi
catholique. Donc, 2 fois très mal vu. 2 fois très mal vu. Et en plus, moi, très jeune, je travaillais pour des prêtres courageux, qui, même dans cette époque-là, ils ont construit des églises, des chapelles. Et ils m'ont demandé de faire les sculptures. D'ailleurs, j'ai maintenant, en Hongrie, d'une chapelle, que j'ai au moins une quarantaine de sculptures de mon époque enfance. Et c'est vrai que ce n'était pas génial parce que ça a été pire que le prison. Parce que le prison, c'est, je ne sais pas, vous savez que vous êtes là parce que vous avez fait quelque chose, peut-être pour... mais là, on n'a rien fait et ça a été très dur. Mais bon, après, miraculeusement, on pouvait sortir et bon, on était très bien reçus. Il y a quand même eu un assassinat dans la famille qui fait que vous avez préféré partir pour pas être inquiété plus en avant. Oui. Après, ça a été très dur parce que mon père, comme était médecin et qu'il était participé le 56, mais pas participé, c'est-à-dire il y était beaucoup de gens qui sont venus chez nous. Donc ça, et après, 75, on pouvait sortir assez, parce qu'il était encore plein cet régime, il était encore bien existant, donc ça a été un peu quand même bizarre qu'on pouvait sortir avec ma mère et mes frères et sœurs. Et après, ça a été très bien. Ici en France, on est installé, étudié, tout ça. Et... Vous avez refait finalement une autre vie en France. Alors, votre mère, c'était un sujet de sculpture aussi pour vous. Oui. La voir en photo, j'aimerais bien que vous nous les commentiez, Maria, ces photos de votre maman. Enfin, vous n'avez pas besoin de les garder puisque vous les connaissez par cœur. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était, bon, en même temps, parce que ma mère est décédée et qu'elle est partie. C'est vrai que c'est tellement été douloureuse, mais en même temps, il m'a donné quelque chose de... C'est comme une renaissance. Là, c'est presque parce que j'ai terminé le chemin de croix et comme il y avait quelque chose sur son visage, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'était tellement immense. Il était dans un état comme il voyait quelque chose et il m'a donné comme une naissance. Et au lieu d'être vraiment triste, parce que c'est vrai, dans ce moment-là, on est immensément triste, et douloureuse, même pas triste, c'est une immense douleur qui arrache comme ça. Mais en même temps, j'étais dans un état au-delà parce qu'il m'a donné ça. Donc je peux dire qu'il m'a fait naître 2e fois. Donc le visage de votre maman mourante vous a fait renaître une 2e fois par la sculpture. Voilà. Vous avez pu la prolonger par la sculpture et finalement transcender sa mort quelque part. C'était ce que j'ai vu sur elle. Après, je voulais exprimer dans la sculpture, mais c'est jamais évident parce que c'est trop fort. Et donc, je fais cette sculpture sur elle que je voudrais refaire parce qu'après, quand on voit, je dis « Ah, c'est pas ça encore ». C'est un petit peu toujours. Oui, c'est toujours sur l'établir, remettre l'ouvrage. Nous, on trouve ça parfait, très bien. Vous n'êtes jamais satisfaite, vous le disiez déjà en début d'émission. Ah oui, ça, c'est mon problème, oui. C'est un problème. C'est peut-être le problème de tout artiste véritable. Quand je commence à terminer la sculpture, j'ai le crise de... C'est pas ça. Alors les sculptures, on a dit tout à l'heure, c'est monumental. Et puis des fois, vous avez des commandes. On va voir un exemple d'une commande pour l'Italie. Alors moi, je l'appelle la Vierge à l'hélicoptère. Mais c'est pas exactement ça quand même. Voilà, on voit l'hélicoptère qui arrive. On voit quelque chose d'un peu blanc au bout d'un filin. C'est votre sculpture absolument monumentale. C'est une Vierge à l'enfant. Hein. Oui, une Vierge à l'enfant, oui. Voilà, pour une montagne au-dessus de Milan. Et là, on la voit enfin posée, cette sculpture. Ça doit faire bizarre quand même de voir cette sculpture, son petit bébé comme ça au bout de l'hélicoptère en disant pourvu qu'il casse rien, pourvu qu'il casse rien. J'ai passé des mois là-dessus. C'est vrai que quand il y a cette histoire de déplacement de sculpture, c'est toujours, c'est pour ça que je peux être un petit peu loin d'être cardiaque maintenant. Mais c'est magnifique de voir une de ces sculptures en plein air, offert à la dévotion des gens qui viendront là. Oui, c'est un lieu assez intéressant parce que le sculpteur, il est tout seul sur une hauteur de 2600 mètres et les gens, ils promènent, je pense, 2-3 heures pour arriver jusqu'à là, ou alors ils arrivent avec les hélicoptères parce qu'ils ont fait maintenant ce qui ne peut pas marcher, emmené avec les hélicoptères. Et il y a une petite lac, il n'y a que des paysages. C'est le lac de Lugano, non, qui est derrière? Non, il y a en vue. Plus loin, d'accord. Oui, mais juste à côté de la sculpture, il y a aussi une petite lac. Et on retrouve les nuages dont vous parliez tout à l'heure sur cette photo. On voit la sculpture, les nuages au fond, et on revoit ce que vous nous avez dit tout à l'heure, les nuages qui se forment et se déforment autour de la sculpture. Finalement, elle change toujours sa sculpture. Elle est immobile,
mais ce qui bouge autour l'a fait changer finalement. Le cadre bouge. Oui, oui. D'où l'intérêt de la sculpture dans la nature. On va parler du marbre de Carrare. C'est quand même pas un choix anodin. C'est quand même une pierre magnifique, une pierre dure. Et vous parlez de marbre enchanté. Oui, en plus, ce n'est même pas moi qui ai donné ça au départ, cette idée. C'est Michel Cazenave, qui est dans le France Culture. Voilà. Mais c'est bien trouvé, le marbre enchanté, c'est exactement ça. Oui, je trouve ça beau, oui, j'ai trouvé beau cette expression. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses dedans, tellement de possibilités. Bon, c'est vrai que c'est une matière déjà. Donc, une matière noble, on va dire aussi. Oui, le plus beau pour moi, parce qu'il y a cette transparence, il y a tous ces petits cristaux, bon, on voit dedans tout le temps géologique. Mais en même temps, moi, j'appelle ces petits cristaux, je vois un petit peu comme le mémoire de la vie spirituelle. C'est comme une entité et c'est pour cela, c'est presque insaisissable, cette lumière qui est dans cette marbre. Et bon, après, je choisis ça parce que c'est un travail assez dur quand même. Après, comme j'avais en moi je considérais comme quand même important être digne de cette donne. Donc, je me dis, je vais tailler le marbre. Et en plus, je dis, j'ai accepté parce que ça a été comme si j'étais poussée vers. Donc, combien ça vous prend de temps? C'est une question un peu basique et je m'en excuse, mais on ne se rend pas bien compte. Combien ça prend de temps de faire une sculpture monumentale comme ça? Prenons par exemple la sculpture italienne qu'on a vue, Ma Vierge à l'hélicoptère. Ça, je ne sais pas, c'est plusieurs mois. Par exemple, Mozart qu'on a vu, oui. C'était 1 année. Le chemin de croix était 5 ans. Et vous travaillez comment? Vous avez des périodes, vous travaillez de jour, vous travaillez de nuit. Il y a des moments où vous réservez 15 jours d'arrêt parce que les mains n'en peuvent plus. Enfin, non, le main, ça peut toujours. Seulement, c'était quand je travaille, ça va. Je n'ai pas fatigué. C'est quand vous vous arrêtez. Ce sont des mains martyrs, finalement. Non, les mains, ce n'est pas grave. Parce que finalement, je pense que l'esprit, c'est la volonté, c'est toujours un peu en avant. La main, c'est un instrument. J'essaie de tenir, même tout mon corps, hein, c'est un instrument, je considère. Mais bon, c'est vrai qu'il fallait 100 tonnes de marbre, par exemple, pour le chemin de croix. Et c'est un petit peu comme, vous savez, toute la journée tailler le marbre. Oui, on s'attend plutôt à voir un homme à cet ouvrage-là. Ouais. Et on est toujours très surpris quand on voit une femme toute menue, pas très grande, toute douce. On se dit, mais elle taille du marbre à longueur de journée. C'est des images qu'on peut avoir, hein, mais on a l'impression que c'est quand même dur. Non, justement, je dis que il y a des tailleurs de pierre qui taillent. On voit souvent, arrive chez moi aussi des visiteurs comme ça, je suis tailleur de pierre, et c'est vrai, ils sont costauds. Oui. Parce qu'ils taillent le pierre, ils mettent la forme physique. Mais quand on est dedans, quand on dépasse cette physique, on est quand même plus, je ne sais pas, il y a quelque chose toujours en avant, la physique, ça disparaît. Donc il n'y a pas de fatigue, sauf après. Le matin, je ne peux pas lever. Mais c'est un art de l'énergie finalement, d'énergie qu'il faut avoir pour sculpter ce marbre et de l'énergie qu'on essaie de faire passer aussi dans la sculpture. Parce que vos sculptures, elles sont quand même toutes en... Enfin, c'est une interprétation totalement personnelle, Maria, mais elles sont toutes en énergie, me semble-t-il. Parce que justement, ce qui détermine un petit peu mes œuvres, que je vois l'énergie, même pas l'énergie de la matière, mais l'énergie spirituelle. Et je visualise pratiquement, c'est ça et je veux mettre en forme. Mais finalement, l'énergie, comme je suis dans ce cheminement intérieur, toujours dans cette quête de l'énergie, quête de beau, donc c'est vrai que... Et quête de l'intemporel aussi? Si c'est déjà, on est sur cette recherche, je ne pense pas intemporel, mais certainement. Oui, mais il y a quand même une intemporalité, et surtout avec la sculpture qui nous paraît solide, qui nous paraît pouvoir résister à beaucoup de choses. Il n'y a pas cette quête-là chez vous? Pas trop. Pas trop. C'est plutôt aller toujours plus loin, plus haut. C'est comme, vous savez, le sportif qui saute. Oui, la devise des Jeux Olympiques. Et ce serait quoi, plus loin, plus haut, plus fort, donc pour vous? Il y a tellement immense devant moi, cette lointaine, et je me trouve toujours un peu au début. C'est le visage de Dieu que je veux. Ah oui, direct. Le chemin est encore forcément long. Cet souffle, cet élan constant vers le Christ, avec le Christ.
Alors, les artistes, on en a besoin. On a aussi besoin de gens qui achètent leurs œuvres, qui les aident à vivre. Ces gens-là, on les appelle des collectionneurs, on les appelle des mécènes. C'est souvent une bénédiction pour un artiste d'avoir un mécène qui achète ses œuvres. Et moi, j'ai voulu qu'on reçoive aujourd'hui avec vous, Maria, dans l'émission. C'est la toute première fois d'ailleurs qu'on reçoit un personnage comme celui-là. J'ai voulu qu'on reçoive un collectionneur d'art, que je ne vais pas vous le présenter, mais vous avez fait connaissance en loge et que la discussion a sacrément commencé. Mais je voudrais que Jean-Claude Volo nous rejoigne, vienne s'asseoir sur ce canapé rouge qui n'attend plus que lui. Bonjour Jean-Claude, installez-vous. Bonjour. Voilà, alors pour tous ceux qui sont du monde de l'entreprise, Jean-Claude Volo, c'est le président de Dedienne Aérospace, de Dedienne Santé, c'est le vice-président du MEDEF. Mais si vous voulez bien, on va mettre tout ça de côté et on va s'intéresser uniquement aux collectionneurs d'art et puis surtout au 63e abbé de l'abbaye d'Auberive, qui est en Haute-Marne, hein, je ne me trompe pas. Donc 63e abbé depuis 1135. Bah, écoutez, le voilà. Je n'ai pas souvent de religieux dans l'émission. Alors regardez, un abbé, une dame, on l'expliquera, qui vit comme une religieuse, comme une monastique cloîtrée avec ses sculptures. Je vous présente l'un à l'autre. Bonjour Jean-Claude, qu'est-ce que vous avez retenu de la première partie de l'émission? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait tilt chez vous? Sur l'artiste, Oui. c'est comment je dirais, le thème qu'elle traite, les thèmes qu'elle traite, et puis la technique là, qui est inouïe. Inouïe, parce que quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé au grand classique de la sculpture, bien sûr. Hein. Elle est assez loin de ce que je collectionne, bien sûr, mais il y a une dimension classique. J'espère ne pas vous choquer en disant ça, qui me rappelle évidemment la Grèce classique, Rome, Michel-Ange, et cette technique qu'elle a, des transparences sur le marbre. J'ai rarement vu ça. Hein. Rarement vu ça. C'est très très beau. Donc j'aime beaucoup. Alors on a affaire à un connaisseur, hein, quand même. Il faut quand même dire ce qu'il est. Ça y est, Comte Sponville un jour m'avait dit, tu sais, l'art c'est un parcours entre beauté et vérité. Et ça c'est très important. Moi c'est très vérité et c'est pas beaucoup beauté. Chez Maria il y a les deux. Hein, il y a une forme de vérité, surtout pour les catholique, bien entendu, et puis une dimension esthétique et de beauté qui est extraordinaire. Enfin, c'est mon ressenti. Ceci dit, vous savez, les interprétations sont très individuelles et personnelles, et vous pouvez parfois mettre 10 personnes devant l'œuvre de Maria et qu'il y ait 10 interprétations. Hein. C'est tellement lié au filtre de chacun qu'il faut toujours avoir beaucoup de modestie là-dessus. Hein. Alors, l'art est entre... J'aime bien cette phrase, moi. L'art est entre beauté et vérité. C'est comme ça que vous le vivez, Maria? Oui, parce que ces deux se rejoignent. La beauté, la vérité. Après, il y a aussi la réalité. Et il ne faut pas quelquefois mélanger la réalité avec la vérité. D'accord. Vous faites quoi comme différence? Je ne suis pas sûre que ce soit clair pour tout le monde. En moi, tout cas. Moi, je mettrais la réalité, une composante de la vérité. D'accord. Oui, parce que c'est vrai. Mais pas unique référent. La réalité, c'est quelque chose qu'on voit brut. Les choses, par exemple, si on voit brut les souffrances, sans transcendance, sans aller au-delà. Ça peut aller très loin si on accentue sur cette réalité, non? Et je pense que votre collection, c'est un petit peu ça, non? Oui. C'est très, très fort dans la réalité. Alors justement, on va revenir un petit peu à ce que j'ai dit, parce que les gens, ils n'ont rien compris. Ils se sont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Elle reçoit un abbé, c'est quoi cette histoire? Allons expliquer quand même, Jean-Claude, de quoi parlons-nous? Qu'est-ce que c'est que cette abbaye du 18e? Pourquoi vous êtes abbé cistercien alors que les abbés cisterciens... Ma famille et moi-même avons... acheté une abbaye cistercienne dans la Bourgogne du Nord. Et dans votre département d'origine, voilà, hein, la au sud de la Haute-Marne, pas très loin de Dijon. Nous l'avons restaurée et puis en étudiant l'histoire cistercienne qui est passionnante, j'ai vu que les abbés sont devenus laïcs à partir de François Ier, le système de la commande. Donc après j'ai compté, enfin c'est un historien qui est venu me voir en me disant, vous savez, voilà la liste de tous les abbés qu'il y a eu. Donc après la Révolution, puisque c'était bien national, j'ai compté le nombre de propriétaires du site, puis l'État qui en a fait une prison de femmes de 1856 à 1922. Où Louise Michel, d'ailleurs, avait été incarcérée. Enfermée, oui. Toutes les communardes avaient été enfermées là, donc il y a une trace aussi forte de la prison dans cette abbaye. Et puis ensuite, les moines sont revenus. Les derniers moines étaient des cisterciens. Donc en 1960, ils n'étaient plus que deux, les pauvres, dans un immense bâtiment. Et ils ont cédé à la société de chimie Solvay, qui en a fait pour les années 60 des colonies. Et il y a 10 ans, donc je l'ai racheté. Pourquoi? Parce que je voulais un endroit pour offrir la collection au public. Et donc, il fallait un écrin, il fallait tout ça, et elle était à vendre. On a décidé de se lancer dans ce pari un peu fou.
Voilà, un gros travail. Initialement, il voulait racheter une usine, donc on est assez loin quand même de l'usine. Et donc à l'intérieur, c'est un écrin effectivement pour abriter une collection d'art contemporain. On est effectivement très loin de l'univers de Maria. Vous avez déjà pu en discuter un petit peu. On pourrait peut-être montrer un petit peu, Jean-Claude, ce que vous collectionnez. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde des œuvres et vous nous les commentez à chaque fois. On va regarder une première. Moi, je vous invite à nous dire qui est l'auteur de cette œuvre. Donc c'est principalement peinture et sculpture. Regardez, la voici. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre au point... Moi, j'ai l'impression de voir une tache de Rorschach. Vous savez, c'est exactement ça. Ah oui, c'est exactement ça. L'artiste est Fred II, c'est un très grand artiste, dessinateur, qui est un surréaliste. Et Fred, quand il était gamin, comme il n'était pas comme les autres, comme Maria a expliqué sa jeunesse, il n'était pas comme les autres. C'était après la guerre, on le prenait pour un fou. Et donc on lui a fait faire les tests des tâches. Oui, bien sûr. Et ça l'a énormément marqué. Il s'est rebellé contre ça. Mais la collection est beaucoup basée sur des rébellions provoquées par la jeunesse des artistes que nous collectionnons. Et donc Fred proposait toute une série d'œuvres comme celle-ci qui représentent ce malaise qu'il a eu dans cette époque-là. Donc c'est exactement ce que vous avez dit. D'une manière générale, vous avez dans votre collection, pour ce que j'en ai vu, parce que moi j'ai eu l'occasion de visiter cette abbaye absolument ébahie par la restauration du lieu et puis par les collections, il y a des choses assez violentes quand même. C'est violent, c'est vous qui le dites. Pourquoi? Mais parce que c'est mon interprétation. Voilà, on est d'accord. C'est votre problème à vous. Beaucoup de gens, vous allez vous dire que c'est violent et d'autres gens vont dire « ça me fait du bien ». Ah oui, Mais oui, d'accord. Je fais un test souvent, je prends 10 personnes qui veulent s'y livrer, qui me le demandent. Je les mets devant une œuvre et je leur dis, vous ne dites rien, mais écrivez en 4 lignes ce que vous ressentez. Ensuite, nous parlons tous ensemble de l'œuvre. Tous ensemble, et les personnes qui rejettent rentrent dans l'œuvre. Interprète. L'art contemporain, il a cette dimension-là que si on n'a pas les clés de décodage, on a du mal à aller dedans. Ensuite, nous parlons d'autre chose et nous revenons 1 heure après. Je leur demande maintenant, qu'est-ce que vous ressentez? Première étape, il y a 10 interprétations. Deuxième étape, tout le monde pense la même chose. Donc c'est quelque chose de très, très intéressant au plan de la démarche. Hein. Celle-ci, vous voyez, que l'on voit là, vous voulez que je la commente? Ah, volontiers. Hein, celle-ci, c'est une artiste handicapée, Raphaël Ricol, qui est sourde et muette. Et Raphaël, en face de son handicap, elle va représenter son enfermement. Vous voyez qu'il y a le personnage à l'intérieur, c'est elle, il y a des barreaux de prison. Oui. Ses idées montent au plafond, elle ne peut pas communiquer avec la personne qui est devant, qui est dehors. Donc c'est vraiment pour elle l'interprétation de son handicap. Alors c'est une artiste qu'on retrouve dans la collection Pinault aussi, hein, oui, Raphaël Ricol. La collection Pinault. D'accord. On va partir peut-être encore sur une troisième œuvre, si vous voulez bien. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis aussi, Maria, même si ce n'est pas complètement votre domaine, la peinture. Alors on part sur une troisième œuvre et j'aimerais bien avoir l'interprétation des deux cette fois-ci. Ah, celle-ci, j'y tiens énormément, celle-ci. Ça fait partie des œuvres chouchoutes. Stani Nitkowski. Stani était très catholique et très mystique même. Il poussait ça à une dimension mystique extrêmement importante. Et Stani m'expliquait qu'il en avait marre. Enfin, il était aussi handicapé, lui. Hein. Il était myopathe. Et comme il disait, je suis monté à 22 ans sur ma chaise roulante pour ne plus jamais en sortir. Et alors lui, il se révoltait contre la représentation qu'on faisait de la Vierge pendant le 19e siècle. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus d'expression. Et dans les descentes de croix, en fait, Stani disait, mais regarde-moi ça. Comment il représente la Vierge? On vient de tuer son fils et c'est une idiote qui n'a pas d'expression. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. Moi, ça me révolte de savoir que le fils est tué, que la mère est là et que la mère n'a pas la souffrance. Pour moi, la mère devrait hurler sa détresse. Alors je lui dis, bah, écoute Stani, vas-y, parle, fais, dis-moi ce que tu sens, vas-y, fais-le. Et après, on se voyait d'autres fois, mais je n'ai plus entendu parler. 1 an après, il m'appelle, il me dit, viens voir, je l'ai fait. Je ne savais même plus quoi. Je suis allé chez lui, il avait fait une présentation très théâtrale dans la présentation de ça, avec la lumière qui venait doucement. Donc il a dessiné, il a peint cette vierge, cette vierge lionne qui hurle sa détresse. Et elle a son fils, si le tableau va de l'autre côté, regardez, les fonds sont magnifiques, le pied de la croix est vraiment sublime. C'est de la très grande peinture à l'huile, ça. Et Stani, la représentation du Christ, très apaisé, qui est mort, pour moi, c'est plus beau que Rouault. Rouault veut dire quelque chose pour les chrétiens, les catholiques, veut dire quelque chose. Vous regardez, c'est bien plus beau que Rouault, c'est beaucoup plus fort que Rouault. Donc cette œuvre, elle est importante, c'est toute une histoire. Mais moi, j'ai eu le bonheur de vivre beaucoup d'histoires avec beaucoup d'artistes, parce que depuis 35 ans que je les vois, les fréquente.
ils sont tous différents, ils sont tous surprenants, ils sont tous... Ça m'a donné d'ailleurs dans ma vie d'entrepreneur une certaine dimension, on va dire, de créativité. Je passe pour un absolument hors norme chez les entrepreneurs, mais c'est parce que c'est de fréquenter des gens comme Maria que ça m'a... Ils sont dans une réalité totalement... Ils sont hors du cadre. Voilà. Hein, nous, l'entrepreneur, il est dans le cadre, il est là, le compte d'exploitation, les salariés, les syndicats. Et eux, ils sont en dehors de tout ça. Mais quand vous les fréquentez, ben, ils vous tirent en dehors du cadre. Et comment vous réagissez, Maria, au genre d'œuvres que collectionne Jean-Claude Vollot? Oui, c'est l'art contemporain. Ouais. Donc, ça veut dire, pour moi, personnellement, l'art, c'est pas seulement une interrogation, c'est pas seulement la réalité qui choque, parce que, comme vous dites, la mère qui perd son enfant parce que ça a été tué, et après il y a de continuité. Justement, si on a cette dimension christique, on va au-delà. C'est-à-dire que la souffrance ne reste pas bloquée dans ce moment-là, parce que ça vient inerte, la souffrance. Les souffrances doivent être créateurs. C'est-à-dire créateur emmené au-delà. Ben, elle l'est d'ailleurs, parce que vous parliez de Raphaël Ricol qui est sourd et muette, on parle de cet artiste dont vous parliez, Jean-Claude Vollot, qui est myopathe, ou tétraplégique, vous avez dit Stanislavski, oui. myopathe. Myopathe. Il est donc mort, on est sur des transcendances de souffrance pour aller transcender tout ça dans l'art. Oui, mais si vous présentez par exemple, comment on dit ça, que la réalité, j'insiste toujours sur les choses, le brut, le spectateur, c'est-à-dire ceux qui regardent, est-ce les réalités, vous ouvrez la télévision, vous voyez, ça, il est partout, le sang, le tuerie, tous, vous regardez les enfants qui tuent comme ça. Donc il faut le regard de l'artiste. Il faut, c'est justement l'artiste, c'est-à-dire l'art, pour moi, ça nous emmène, c'est-à-dire, comment c'est fait ce dynamisme vers le transcendance, non? Vous êtes pas... Oui, bien sûr. Mais si on regarde la représentation des images de la religion catholique, on peut dire que ce n'est pas d'une grande tendresse, tout de même. Hein. Regardez tout ce qui touche à l'œuvre de, je ne sais pas, de Bosch ou toutes ces représentations de l'enfer qu'on voit au Moyen-Âge. Regardez tout ça, Saint-Sébastien, il est troué de tous les côtés, le Christ, on le représente découpé dans tous les sens. Vous voyez, il y a une représentation de la douleur très exagérée à certaines époques passées de la religion catholique qui se retransmet aujourd'hui. Et en fait, cette collection, elle est dans cette tradition. Mais c'est très intéressant, de ma place, très honnêtement, de voir chacun a un visage de la Vierge fait par un peintre, sculpté par vos mains, qui est radicalement opposé, et on parle de la même personne. Est-ce que l'art doit être beau? C'est une bonne question. Question au bac. 4 heures, vous avez 4 heures. Je pense qu'il faut tout. Vous savez, moi j'ai une vision très universelle des choses. Je suis devant le travail de Maria ébahi et je trouve ça très très beau. Vous voyez? Mais quand je suis en face du travail de Nitkowski, je trouve ça extrêmement vrai. Parce qu'il y a cette œuvre-là, il y a plein d'autres. Quand par exemple Nitkowski peint la mort et le passage de la vie à la mort par cette espèce de transparence comme ça, si vous voulez, mais c'est en fait l'image de l'âme, bien sûr, qui part. Et ça, Stani la représente après une espèce de silhouette. Mais je crois que tout est vrai, c'est tellement immense. Est-ce que l'art doit être beau pour vous, Maria? Pour moi, oui, parce que finalement, c'est mon aspiration première. Mais ce n'est pas la beauté esthétique que je parle. Peut-être que ça donne une beauté esthétique à la fin. Mais cette beauté intérieure, cet élan vers Dieu, c'est aller au-delà, c'est mettre en mouvement toutes les souffrances. Et ça, c'est obligatoirement, c'est beau, parce que la Verbe, il était là toujours. Et à partir de Christ, quand même le visage de Christ, c'est le plus beau. Maintenant, je ne parle pas visage de Christ, sculpter le visage, mais le cheminement. En tout cas, pour vous, l'art doit avoir un sens. Pardon? Pour vous, l'art doit avoir un sens, ça doit faire sens. Même question après, Jean-Claude. Ah oui. Oui, d'un côté. Même réponse. Même réponse, oui, évidemment. Alors, il peut y avoir une représentation purement esthétique. Si on prend le problème des Français aujourd'hui, c'est qu'ils sont restés à l'époque des impressionnistes, par exemple. Alors là, il y a une recherche de beauté. Alors là, la vérité, la réalité, c'est une autre histoire. Il faut se faire plaisir à l'œil. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oui, moi, ça ne me fait rien. Hein. Je trouve que c'est beau, mais je regarde la nature, elle est plus belle qu'un tableau de n'importe lequel des grands peintres. Bah, je vais avoir cette sensation.
Mais je reconnais, mais voilà, le problème aujourd'hui des Français, quand ils regardent une œuvre d'art, c'est qu'ils sont trop marqués par cette époque, hein, alors que les Allemands, les Chinois, moi qui voyage beaucoup, les Américains ne sont pas marqués par cette époque, ont beaucoup plus de liberté. Cette époque impressionniste française, je pense, qu'elle a atrophié le regard des Français sur l'art et la peinture. Maria? Ben justement, l'impressionnisme, pour moi, ce n'est pas du tout ce que je cherche. Parce que justement, il exprime cet instant. Cet instant, il peut appeler beau, mais pour moi, ce n'est pas ça le beau. Pour moi, le beau, c'est vraiment qui jaillit l'âme. Ah oui, on a la même vision du beau, hein. Ça c'est clair, c'est très transcendé en fait. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Jean-Claude, quand vous avez entendu Maria tout à l'heure en première partie de l'émission. Elle disait, moi j'ai jamais trop de problèmes d'inspiration, ça jaillit. Je regarde mon bloc de marbre, ça y est, c'est là, j'attaque mon maillet, et c'est parti, et mon burin avec mes petites mains, et c'est parti, ça jaillit complètement. Il y a une sorte de telle réceptivité au monde que ça jaillit. Les artistes que vous rencontrez, qu'ils soient, parce qu'il y a aussi des sculptures à l'abbaye d'Auberive, je vais quand même le dire. Est-ce qu'il vous explique les choses que vous voulez connaître, l'histoire d'une œuvre? Est-ce que ça jaillit ou c'est juste Maria? Il y a les deux. Vous en avez qui font des travaux préparatoires, qui rentrent, ils ont du mal à rentrer, ils rentrent dans le bain, ils s'inspirent. Et vous en avez d'autres qui attendent l'accident. C'est-à-dire, c'est ce qu'elle dit. Donc, je ne sais pas si c'est un peintre, il va commencer à faire des fonds, et puis il va voir, à un moment, il va se passer quelque chose, ça lui stimule l'esprit, ça y est, il est parti. Ça ressemble à ce que vous avez dit. Moi, plutôt, c'est très continuel. C'est comme si, parce que j'ai toujours moi je suis très intériorisée, donc c'est toujours cette cheminement intérieur, même si je n'ai pas de marteau, burin et marbre, je travaille quand même. Et justement sur cette chemin d'intériorité, il y a tellement de choses à exprimer que, dites-moi une thème et je vous dis tout de suite, je fais la sculpture. Mais ce que je trouve intéressant dans votre métier de collectionneur, c'est d'aller voir les ateliers aussi, d'aller voir les artistes en travail. J'imagine que vous le faites, Jean-Claude. Ah oui. D'aller voir les artistes dans leur tête. On s'y brûle. Oui, voilà. C'est exactement sur ça que je voulais venir, parce qu'il y a un talent qu'on a envie quand on collectionne, c'est qu'on ne peut pas le faire soi-même, de peindre et de sculpter comme ça, et qu'on n'a pas ce don, c'est comme ça. En revanche, on a le don de les mettre en valeur et de les faire vivre, ces gens-là. Mais oui, voilà, est-ce que ça consume pas un peu de voir ce talent brut et de se dire, moi je l'ai pas. Quand je dis on s'y brûle, c'est que l'artiste est dans la relation permanente et n'a pas une relation du même type que nous autres, commun des mortels, et donc ils vont exprimer beaucoup plus leurs problèmes, leur intérieur, leurs souffrances. Et alors là, je dis, on s'y brûle. D'où le rôle, je tiens à le préciser, important des marchands, parce que c'est une interface. Mais donc ça permet de se protéger. Quand j'étais plus jeune, j'allais toujours voir les artistes. Il fallait absolument que je les voie. Beaucoup moins aujourd'hui. Oui. Beaucoup moins aujourd'hui parce que je me suis rendu compte souvent qu'on ne sortait pas indemne d'une rencontre longue avec des artistes. Vous voyez, il y a des choses, c'est pas forcément simple. Moi, je suis un peu méfiant, tout ça. Parce que moi, je pense qu'un artiste, il doit être libre. Et la liberté, ça implique aussi que, moi, par exemple, une chose, je suis un peu fière, que je fais tout seul. Et comment on dit ça, je contrôle tout à partir de livres, tous mes dérivés des mesures. Vous avez un musée, c'est vous qui l'avez fait tout seul. Et jamais j'avais médecin, j'avais jamais eu de subvention, rien. Parce qu'au départ, par exemple, les galeristes, ils sont venus vers moi et ils disent « Oui, mais vous voyez cette sculpture qu'elle a, faites-moi un petit peu dans ce goût, plusieurs comme ça. » Ben là, déjà, on perd la liberté. Moi, j'avais mon propre galerie à Paris. Ouais. Et, parce que moi, je ne travaille pas avec les galeries, jamais. Mais c'est possible, ça, de faire ça toute seule, toute seule. C'est lourd, c'est lourd comme du marbre de Carrare. C'est un choix. Oui, ou vous êtes libre, ou vous êtes feignant. non, je dis ça feignant, entre guillemets. Il y a des libres qui peuvent vivre comme ça. Ils ont des gens qui viennent les voir, ils reçoivent des commandes, et ils font des travaux. Il y a dans toutes les formes d'expression artistique. Et puis vous avez ceux qui ne peuvent pas, mais ça ne les empêche pas d'être bons. Ça ne les empêche pas d'être bons. Hein. Maria, c'est un profil, c'est le sien.
Mais tout Oui. existe. Non, mais je ne dis pas maintenant. Tous les naturellement. cas existent. Mais il y a un Ça, côté- ça pourrait être bien aussi. Il y a un Ça, côté c'est très bien. puriste chez vous, Maria, parce qu'elle a complètement voué sa vie à la sculpture. Vous avez sciemment décidé de ne pas fonder de famille. Vous m'avez dit vous-même, moi j'ai une vie monacale, monastique. Regardez, je vous ai mis face à un abbé, c'est quand même pas mal. C'est vrai, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a une exclusivité, une exigence de cet art au point que votre vie est tournée vers ce marbre enchanté, vers cette sculpture et vers cette transcendance que vous trouvez dans cet art. Oui, parce que c'est vrai, je n'ai jamais inquiété pour la vie, jamais inquiété pour que vous savez qu'est-ce que je mange, parce que finalement ça. Et c'est vrai, j'avais toujours les commandes, j'ai toujours pu faire des choses. Et maintenant, justement, avec ce musée-là, que je peux encore, enfin, Qui est dans peut-être faire le Var. Oui, à Ops. peut-être faire les vraies sculptures, vraiment libres encore plus. Parce que quand même, quand j'ai fait le commande, j'ai quand même tenu aussi ma liberté. C'est pour ça, par exemple, le chemin de croix aussi, selon l'inspiration qui était en moi, j'ai renouvelé un petit peu. Je n'ai pas resté dans le chemin de croix qu'on fait habituellement. Mesdames et messieurs, nous arrivons doucement sur la fin de l'émission et vous êtes au courant que nous arrivons doucement aussi vers l'épreuve magistrale de VIP qui s'appelle le questionnaire inattendu. Ah bon? Oui. Je pensais qu'il n'y aurait pas. Non, personne n'y échappe malheureusement, Maria. Est-ce que vous êtes prête, Maria? Prête, pardon. Oui. Si c'est vraiment une bonne inattendue. Oui. Jean-Claude? J'ai l'habitude que vous me preniez en traître. Non, mais ne dites pas tout. Alors c'est parti, c'est l'heure du questionnaire inattendu. Maria, si vous deviez mourir dans peu de temps, quelle est la sculpture que vous voudriez encore faire? Et la question pour vous, ce sera quelle est l'œuvre que vous voudriez acheter? Quelle est la sculpture que vous voudriez encore faire, Maria? La dernière avant de mourir. Vous avez une question très complexe. Mourir, est-ce que je suis vivant vraiment? Oh là, c'est là qu'on sait qu'on est avec une artiste, vous voyez. Et je pense que dans le mouvement, je continue quand même, non? Ok, Après, très bien, mais ne ensemble, détournez pas, répondez quand même à ma question. En tant qu'être humain, vous allez mourir. Quelle est la dernière sculpture que vous faites? La dernière qui vous brûle les mains, qui vous brûle les doigts, il faut la sortir le dernier, avant. j'aimerais bien que le marbre il disparaisse complètement et vous voyez quelque chose, l'âme. Waouh. Là, il est là, sculpté, mais la matière, ça n'existe plus. Jean-Claude Vollot. Alors, quelle est la dernière œuvre que Avant vous de aimeriez mourir, acheter? je change toute la collection contre un autoportrait de Frida Kahlo. Et je pars avec. Oui. D'accord. Et aujourd'hui, c'est... Pour moi, c'est la peintre, la femme la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'art. Mais chacun sa version, hein. Avec Egon Schiele pour les hommes. Frida Kahlo, je l'admire. Vous savez qu'il y aura une grande exposition à Paris à la fin de cette année sur Frida Kahlo. Et ça, je suis impatient parce qu'il y a beaucoup d'œuvres qu'on n'a pas vues encore qui vont être présentées. Frida Kahlo, je suis devant Frida Kahlo, je ne parle plus. Un tout petit garçon. Alors justement, qu'est-ce que vous diriez au petit garçon que vous étiez, Jean-Claude, issu d'une famille de 8 enfants, pas très fortuné, et c'est le numéro 2 bis, lui. Ah oui, Voilà, jumeau. ah oui, en plus. Qu'est-ce que vous diriez à ce petit gamin qui est à l'aube de sa vie? Finalement, il est déjà dans la vie, mais encore à l'aube de grandes choses à faire. Comme ce petit gamin, je ne voudrais pas qu'il refasse autre chose, je lui dirais surtout laisse couler le temps et refais la même chose. Vous n'avez aucun regret? Non, Rien de rien. Non. Incroyable. non, non. Incroyable. Moi, je suis très heureux. Même question pour vous. Qu'est-ce que vous lui diriez à cette petite fille qui vit en Hongrie? Elle a 6, 7 ans, 8 ans. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire? Elle commence à sculpter. Non, ça a été le même que maintenant. J'ai plein de questions à répondre. Et comme là-bas aussi. D'ailleurs, mes questions étaient, même l'âge de 2 ans et demi, je découvre que j'ai pensé, les questions basiques, c'était comme aujourd'hui. Et donc, c'est des questions et des questions. Quelle est l'odeur de votre métier? L'odeur qui se rattache à votre métier, c'est quoi? marbre. Ça a une odeur, le marbre? Si, oui. On va découvrir ça, expliquez-nous. Vous savez, surtout quand je travaille le poussière de marbre avec un peu de l'eau sur, là c'est très subtil, mais c'est le parfum extrême. Mais ça sent bon. Ça sent très très beau. Jean-Claude, ce serait quoi l'odeur de vos collections? L'odeur de l'huile, hein.
De la peinture à l'huile. Ah oui. Et l'odeur d'eau brive de votre abbaye, ce serait? Dans l'abbaye elle-même, je ne sais pas trop vous dire, est-ce qu'elle a une... Je vais dire comme Maria, l'odeur de la pierre. Oui, c'est vrai. C'est du calcaire, là, il y a une vraie odeur de la pierre, oui. Les anciens, oui. Vous savez, des fois, je me colle le nez dessus en disant, tiens, qu'est-ce que tu sens et qu'est-ce que tu me dis et qu'est-ce que tu me... Il y a une relation à la pierre quand on est propriétaire d'un monument historique. Enfin, le propriétaire, locataire. On dit toujours qu'on n'est jamais propriétaire d'un monument historique, qu'on ne fait que passer. C'est une relation aussi presque charnelle. Hein. En plus, tous ces mémoires, ben oui. ces pierres qui tellement portent toute cette mémoire. Et tous les... Il ne s'écoule pas une année sans qu'on découvre des pans historiques de cette abbaye incroyables. Ça, c'est les cadeaux de l'abbaye, c'est ça. C'est les cadeaux de la vie, ça, parce que pour quelqu'un qui voulait racheter une usine, qui n'a pas trouvé, qui finalement se dit, bon, je vais racheter une abbaye. Voilà, c'est presque le même. C'est pas ça, s'il vous plaît. Je souhaitais un endroit où je puisse séparer chacun des artistes qu'on présente, parce que si on les mélange, vous connaissez ça, c'est horrible. Ah, ils n'aiment pas ça, les artistes, quand ils veulent ça, chacun leur salle. Moi, je n'exposerai jamais avec des autres. C'est trop puissant, donc il me fallait des cellules. C'est des forces vives qui vont se battre, finalement. Ah oui. C'est pas par prétentieux ou quelque chose, mais c'est quelque chose. Il faut les séparer. Qu'est-ce que vous avez bien? Je n'ai pas pensé que vous voyez ça. Non, mais attendez, c'est un connaisseur, on ne veut pas venir n'importe qui, Maria. Oui, je sais, je vois. Maria, je voudrais donner à nos téléspectateurs l'idée d'acheter ce livre. Édition Musée de Fécode, évidemment, elle vous a dit qu'elle faisait tout elle-même. Maria de Fécode, de la Passion à la Résurrection, chemin de croix de Lourdes. Elle va y arriver. Ça, c'est sublime. Voilà, donc on peut se le procurer. Il y a votre musée à visiter. Donc OPS, AUPS, c'est dans le Var. Et il y a un très beau site internet aussi, Maria de Fécode. Vous mettez ça dans un moteur de recherche, vous verrez que... Il faut dire aussi que le texte aussi que moi qui ai écrit, c'était plus dur que... Le texte a été plus dur à écrire que la sculpture à faire. D'ailleurs, les photos aussi. Vous verrez ça sur le site internet. Il y a toutes les pensées de Maria, c'est très riche et très complet. L'abbaye d'Auberive est également sur internet avec un très très beau site. Alors il y a tout un tas d'animations l'été. Il y a les collections à aller voir tout au long de l'année. Mais l'été, il y a des animations avec des big bands, des fanfares, il y a des concerts dans la chapelle restaurée. Fête populaire, fête de la chasse. Voilà, donc c'est en Haute-Marne, abbaye d'Auberive, c'est dans le Var. Pour vous, c'est pas exactement à côté, mais invitez-vous les uns les autres, voyagez. C'est fait. Faites comme ça. Ah d'accord, vous avez déjà créé votre... Moi, j'ai envie de voir, parce que c'est... Et de toucher les œuvres. C'est quand même une femme avec un grand F. Hein. Merci en tout cas à tous les deux. On vous souhaite bon retour chacun chez vous, une bonne continuation à tous les deux. Merci beaucoup. Merci pour vous. Merci.